Bonjour Michel Debout et bienvenue Bonjour. au Ninkasi pour cet entretien sur 42 TV. Vous êtes professeur émérite de médecine, vous êtes Oui. médecin légiste et psychiatre, vous êtes aussi un expert de la Fondation Jean Jaurès. Mhm. On va revenir un petit peu en arrière en espérant que c'est vraiment un retour en arrière sur la pandémie, Oui. parce que vous aviez à travers un certain nombre de textes attiré l'attention du public et des autorités Oui. sur les risques psychologiques entraînés par cette maladie. Oui. Alors, Et qui touchait-elle plus particulièrement? Les enfants, les jeunes adultes, les seniors qui étaient peut-être plus isolés déjà avant même la maladie? Ce qu'on savait Mhm. et que j'avais révélé d'une certaine façon, c'est que chaque fois qu'il y a une crise économique et sociale Bien sûr. d'ampleur, Oui. il y a Mhm. des effets sur la santé psychique Bien sûr. de la population. On peut imaginer que ce qui Globalement. se passe en Ukraine a forcément des Ce qui se passe en conséquences Ukraine, la catastrophiques. pandémie, enfin, Mhm. toutes ces Mhm. menaces Mhm. que chaque individu ressent et que chaque population Mhm. ressent aussi, Mhm. entraînent des états d'angoisse, parfois même de dépression. Et donc, il y a un risque pour la santé psychique et donc la santé globale. Et ça, je l'ai dit, dès les premiers mois du confinement. Je suis en attesté, ayant reçu au texte. Voilà, et je n'ai pas fait une découverte. Mhm. C'est simplement parce qu'on savait, parce qu'on avait appris des crises Bien sûr. précédentes, ce qui allait se passer. Donc Et c'était une alerte aussi c'était vis-à-vis une des alerte, pouvoirs publics. et notamment une augmentation du risque de pensée suicidaire et de passage à l'acte Oui. suicidaire, c'est-à-dire une gravité. Parce que la pensée suicidaire est grave en ce qu'elle peut, Bien sûr. Se traduire pas toujours, heureusement, mais se traduire par des passages à l'acte parfois mortels. Donc voilà, j'ai alerté dès le mois de mai de cette crise, de cette pandémie, mais il a fallu attendre la fin du mois de novembre pour que le ministre de la Santé veuille bien considérer qu'il y avait un problème vrai de sujet. santé psychique dans la population française. Entre-temps, il y avait eu des statistiques, des constats, des chiffres. Entre-temps, le ministère ne s'est pas préoccupé de cela, rien. Et il a fallu que nous-mêmes, et notamment à travers la Fondation Jean Jaurès, on lance une enquête pour savoir, pour concrétiser cette idée de la progression des pensées suicidaires. Et ça a été fait un an après, où là, on a montré des populations les plus à risque. Et au-delà de l'ensemble de la population, qui évidemment ressent, comme on le dit, chacun le ressent pour lui-même. Hein, bien sûr. Je ne peux pas le nier. On sent une espèce d'ambiance. On a eu beaucoup anxiogène. aussi anxiogène et aussi beaucoup de solitude, parce qu'on a été obligé, d'une certaine façon, je pense notamment aux personnes âgées, qui étaient déjà plongées dans une certaine solitude, veufs ou veuves. Qui s'est aggravé. Et puis le manque de lien. La jeunesse, qu'on a parfois montré du doigt, ce qui était quand même extraordinaire, ça. On les a montrés du doigt parce que, évidemment, les jeunes ont besoin de se retrouver, ont besoin de se rencontrer, ont besoin aussi de se divertir au sens psychique du terme. Eh bien, on les a empêchés d'amphi, on les a empêchés de soirées. Eh bien, on les a montrés du doigt quand, malgré tout, ils avaient besoin d'exprimer cela. C'était un besoin presque vital. Eh bien, voilà. Et donc, les jeunes, les seniors, et puis un certain nombre de travailleurs qui ont été empêchés de en première ligne. En première ligne, certains commerces, certains artisans qui ont même été menacés. Heureusement qu'il y a eu des mesures, ça, il faut les saluer, pour leur permettre de passer d'étape et de conserver leur outil de travail, mais enfin on sait bien malheureusement que certains vont quand même être obligés de déposer le bilan. Donc toutes ces populations-là sont en risque et j'appelle à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises pour la prévention des troubles psychiques, la prévention des risques suicidaires, et que ça ne peut se faire que dans la proximité. Ces personnes qui sont dans ce malaise, ils ont besoin non pas simplement d'avoir un numéro de téléphone qui peut être utile. Bien sûr. Mais ils ont surtout besoin de contact, de conseils, le sens de l'humain, j'allais dire, hein, du rapport humain qui nous manque considérablement aujourd'hui. Et heureusement, même si nous sommes ici en visio, mais heureusement que la visio est un outil, mais c'est un outil pour
pour ajouter, c'est pas Oui, un outil pour se pour substituer. prendre la place, pour se substituer. Même la médecine, maintenant, on va faire de la visio-médecine. Oui, Moi, oui. je suis favorable aux techniques nouvelles, puisque j'ai été, je crois, le premier médecin légiste en France à développer ce que j'avais appelé la télémédecine légale. Il y a plus de 20 ans de cela. Ouais. Donc, je ne suis pas contre. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça se substitue, mais que ça s'ajoute, parce que c'est un moyen supplémentaire. C'est une solution de plus, oui. Une solution de plus, mais qui ne doit pas remplacer le véritable lien humain. On ne peut pas soigner les gens sans être en rapport avec eux. C'est une illusion, une mauvaise illusion. Alors, est-ce que vous avez dit un petit peu le silence, le mutisme de l'État? Est-ce qu'il y a des collectivités ou des institutions qui ont au contraire réagi positivement à vos alertes? Ah ben, et maintenant, heureusement, je vous ai dit, quand même, le ministre... Ça a été long, mais... Ça a été long, mais enfin, c'était tellement évident. Et puis, les psychiatres ont alerté. Je n'ai pas été le seul, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Je n'ai pas été le seul. Les psychiatres, la psychiatrie publique est dans un état de grande détresse. Et tout le monde, comme l'ensemble du monde de la santé. Avant la pandémie, tout ça, c'était même avant la pandémie, mais la pandémie a ajouté et a aussi créé beaucoup d'épuisement chez les professionnels, ce qu'on appelle un peu le burn-out maintenant. Oui, on parle beaucoup des urgentistes, mais pas uniquement. Pas seulement des urgentistes. L'ensemble des soignants sont en risque d'épuisement professionnel, parfois même de situations harcelantes au travail. Eh bien, ça fait là aussi, je ne vais pas toujours parler de ce que j'ai fait il y a quelques années, mais j'avais attiré l'attention sur les risques d'épuisement professionnel hors pandémie. Et vous savez que c'est toujours pas reconnu en maladie professionnelle. Enfin, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Il faudrait qu'on prévienne harcèlement moral au travail, surstress au travail, risque de burn-out, d'épuisement professionnel, qu'on les prévienne par une mesure simple, c'est de reconnaître en maladie professionnelle ou en accident de travail les salariés qui présentent des signes dépressifs, des signes anxiogènes, sans parler même des risques suicidaires, du fait de cette situation professionnelle. Eh bien, ce n'est pas reconnu. On reconnaît... Est-ce que l'affaire Orange, qui a été dramatisée à juste titre et médiatisée, et judiciarisée... Vous avez raison de parler de l'affaire Orange, puisque vous savez que le procès d'appel est en ce moment. Oui, c'est ça. Ce moment. Il y a eu le premier procès qui a condamné, et notamment M. Lombard, qui était le PDG de l'époque, qui l'a condamné pénalement. Mais l'important, c'est les mesures préventives. Or, non seulement Orange n'avait pas pris de la prévention, mais au contraire, il avait créé des situations harcelantes. Eh bien là, on a progressé, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment que ce soit reconnu pour que chaque entreprise, dès lors qu'il y a un risque d'épuisement, d'harcèlement, il faut qu'il y ait une déclaration en maladie professionnelle, et donc immédiatement l'entreprise doit prendre des mesures préventives et non pas attendre que la santé soit complètement défaite pour se dire enfin qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et ça, je pense que c'est pour les mois qui viennent. On est dans une période où évidemment on va avoir l'élection des députés. Ben, je souhaite que chaque candidat nous dise quelle est son intention par rapport à ces nouveaux risques en termes de santé. On vous réinvitera parce qu'on a beaucoup de choses. Je voudrais qu'on revienne vraiment pour conclure. Vous avez employé l'adjectif préventif, le verbe prévenir. Oui. Vous avez été aussi responsable et acteur important d'une association Prévention Suicide qui a aujourd'hui de gros soucis. Peut-être pour conclure, même si c'est un peu trop rapide, qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'association Loire Prévention Suicide que nous avons créée il y a une vingtaine d'années avec des amis, des collègues. Avec des professionnels aussi. Des parents qui avaient connu le drame de la perte d'un enfant par suicide. On a fait l'organisation Loire Prévention Suicide. Depuis 20 ans, on a vu 6000, on a rencontré 6000 personnes. 6000. Eh bien, il y a 2 mois, on avait des subventions publiques, notamment de l'ARS, Agence régionale de santé. Beaucoup, DGS, ARS, c'est maintenant des acronymes bien connus. Mais malheureusement, l'ARS a considéré qu'on ne devait plus faire de la prévention du suicide. Ce n'était pas notre job, c'était celui
de l'hôpital. Bien sûr que c'est celui de l'hôpital. Je l'ai fait pendant 30 ans. Donc, bien enfin, sûr, les chiffres que vous venez de nous donner montrent bien l'efficacité de votre action. L'associatif, la proximité, l'associatif est essentiel. Eh bien, on coupe les subventions à cette association qui a été obligée de se dissoudre. Mais alors là, quand j'entends certains responsables nous dire que oui, maintenant c'est la prévention, on a tout compris, et que il faut le mouvement associatif, on en a besoin aussi pour notre vie démocratique. Eh bien là, vraiment, je considère... On y reviendra, je pense. Je considère qu'on a pris une mesure tout à fait préoccupante. Et j'espère qu'il n'y a pas d'autres associations qui sont en train de subir le même sort. La même situation. Merci beaucoup, Michel Debout. Merci.